Bonjour à tous, merci d'être venus ce soir. Il fait bon finalement hein, dans cette salle, donc on n'a pas trop de regrets de vous attirer. Nous n'avons pas trop de regrets de vous attirer, pardon. Il fait tellement chaud dehors. Aujourd'hui nous recevons donc Yves Tremblay, qui est directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier. Il est hydroclimatologue. Et il a en ce moment une école d'été qu'il anime ici, c'est sa deuxième session, quatrième session. Et donc il vient régulièrement pour parler de la biologie avec ses collègues et avec ses étudiants. Et il a accepté cette année de venir donner une conférence pour le grand public, donc nous en remercions. J'en profite pour vous dire avant de lui donner la parole que cet été nous ne cesserons pas nos activités, bien au contraire. La prochaine conférence aura lieu le 2 juillet et nous recevrons Bill François que Albert Fert a eu la gentillesse avec sa fille de nous inviter. C'est l'auteur de L'éloquence de la sardine, aussi lauréat d'un concours d'éloquence de France 2, je crois. Je ne sais plus quelle télévision, mais, et depuis il écrit des livres. C'est un physicien aussi, un acousticien, et il viendra nous parler des génies de la mer. Donc ça c'est le 2 juillet à 18h. Ensuite nous aurons pour tout l'été une série de projections de documentaires, en fait, et également quelques conférences. Voilà. Donc ne manquez pas de suivre sur notre site. Alors, pour vraiment avoir toutes les informations bien à jour, je vous propose de vous inscrire tous ceux en tout cas qui veulent le recevoir. Comme ça, ils sont vraiment à jour, parce que je sais qu'aujourd'hui, le petit agenda s'était trompé d'heure. Des problèmes d'horaire qui n'étaient pas tout à fait clairs pour certains. Voilà. Donc ne manquez pas de le suivre, de suivre ces documentaires qui sont à chaque fois animés par des chercheurs. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous, merci pour votre accueil et merci pour l'association d'avoir organisé cet événement. Alors effectivement, le centre nous accueille depuis quelques années, puisque depuis 2019, on organise cette école d'été. Vous avez remarqué qu'il y a pas mal de jeunes dans la salle et de collègues. Voilà, je vais vous parler ce soir donc, du changement climatique et notamment des impacts sur les extrêmes hydrologiques. Une question brûlante, surtout quand on est ici dans les PO. Donc moi je suis hydroclimatologue, je suis basé à Montpellier, pas très loin d'ici. Et je travaille vraiment sur cette thématique, sur tout le pourtour méditerranéen, donc à la fois en France, mais aussi beaucoup au Maghreb, dans les pays Maroc, Algérie, Tunisie. Je travaille à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Voilà. Alors, après la présentation, on aura un temps d'échange, bien sûr, mais si vous avez des questions absolument brûlantes, etc., n'hésitez surtout pas à m'interrompre et j'essaierai de vous répondre. Voilà. Alors, je vais commencer par des généralités qui sont peut-être banales pour certains d'entre vous, mais qui sont quand même assez importantes à prendre en considération. Alors là, vous avez un type d'illustration très grand public qu'on trouve sur un chouette site de vulgarisation qui nous montre à gauche, alors je prends l'autre pointeur pour faire de la lumière, qui nous montre à gauche en fait le cycle de l'eau théorique, en fait très simplifié, avec l'effet de serre, le soleil qui provoque de l'évaporation à l'échelle des surfaces océaniques et des surfaces continentales, des précipitations qui ruissellent, ça retourne, voilà, c'est joli. À droite, on a une vision un peu, on va dire, conceptualisée d'un cycle de l'eau dans un climat plus chaud, avec un effet des gaz à effet de serre qui va réchauffer l'atmosphère, qui va induire plus d'évaporation, y compris un assèchement des surfaces terrestres, plus de précipitations, plus de ruissellement, etc. Alors en étant ici dans les PO, si vous voyez ça, vous devez se dire, il est fada, lui, plus de température égale pas du tout plus de précipitations. Vous êtes malheureusement dans un territoire soumis à la sécheresse depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, c'est pour illustrer que ce type d'information est valide. Ça, c'est en moyenne vrai à l'échelle de la planète. Par contre, on va voir que régionalement, alors je me trompe du coup. Ça va être drôle. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous induire en erreur. Alors, première chose, tout le monde sait qu'il ne pleut pas partout de la même manière, il ne pleut pas du tout autant
dans les latitudes tropicales au Brésil, le bassin du Congo et dans le Sahara, c'est une évidence. Et en plus, on a le cycle des saisons. Ça veut dire qu'on a différentes régions du monde avec différents types de circulation atmosphérique qui induisent un régime de précipitation assez différent. Et assez logiquement, je devrais dire, on s'attend que dans différentes régions, les impacts du changement climatique ne soient pas les mêmes. Autre facteur important à prendre en considération, une petite définition aussi sur ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Vous allez voir que c'est crucial quand on parle notamment de sécheresse en Méditerranée. Alors l'évapotranspiration, c'est quoi? C'est la quantité d'eau perdue quelque part, elle n'est pas perdue pour tout le monde, hein, dans l'atmosphère, issue à la fois de l'évaporation au niveau des lacs, même au niveau des sols, et au niveau des plantes, parce que les végétaux, comme nous, plus il fait chaud, plus ils transpirent, enfin, jusqu'à une certaine limite. Voilà, donc cette évapotranspiration est influencée par différents facteurs atmosphériques. En premier lieu, la température, mais pas seulement. La radiation, aussi l'humidité de l'air, la vitesse du vent. Chez nous, quand il y a du Mistral, si on met le linge dehors, ça sèche bien plus vite. Voilà, donc ça, c'est un autre facteur extrêmement important à avoir en tête quand on va regarder les effets du changement climatique. Alors, un autre aspect, qui ces temps-ci dans les médias, dans les réseaux sociaux est beaucoup débattu, c'est l'idée que peut-être si on plante des arbres, on va faire plus d'évaporation et on va faire plus de précipitations. En moyenne, ça c'est faux. En tout cas, à des échelles réduites, on estime à l'échelle de la planète que seul moins de 2% de l'eau évaporée localement, c'est-à-dire si on plante un arbre ici et que l'eau s'évapore, il n'y a que 2% de l'eau qui va retomber dans une surface de 50 km. Et à l'échelle du globe, à droite, il y a une étude, alors c'est un peu ancien, mais je veux dire que ce n'est pas des choses nouvelles, on sait ça depuis longtemps en fait, c'est publié, etc. Vous voyez que la barre ici, de l'échelle, ne dépasse pas 20%. D'accord ? Ça veut dire qu'on a des zones où c'est très fort, comme les bassins ici de l'Amazone, du Congo, mais à nos latitudes, ce n'est pas du tout des ordres de grandeur extrêmement importants. Et un zoom sur la Méditerranée, ici nous montre, par exemple, pour les précipitations qui arrivent dans les trois régions côtières, sud de la France, Espagne, Italie, en fait, on n'a que 34% de l'eau qui émane de la mer Méditerranée, 24% qui arrive de Nord-Atlantique, une partie des surfaces en Europe, mais vous voyez qu'on n'est pas du tout sur 100% des précipitations qui sont causées par l'évaporation chez nous. Tout ça, c'est influencé par la circulation atmosphérique et le déplacement des masses d'humidité. Voilà, et là, donc, on a vu tout à l'heure une représentation très simplifiée du cycle de l'eau. Là, vous avez une traduction, alors c'est un site américain, c'était traduit par un collègue de Toulouse, de Simon Gascoin, qui montre en fait le vrai cycle de l'eau en prenant en compte d'une part les processus naturels, l'évaporation, la pluie, l'humidité du sol, on peut voir ici, je ne sais pas si c'est un peu dur à faire, mais aussi toutes les activités humaines qui vont avoir un impact extrêmement important sur ce cycle. Et quand on veut regarder correctement ce qui se passe en lien avec le changement climatique, il faut aussi pouvoir isoler les activités humaines, en tout cas leur impact sur ce cycle de l'eau. Alors, première partie, on va passer sur des choses assez simples, mais là encore qui sont fondamentales à comprendre. Donc, comment on regarde en fait les effets du changement climatique? On a besoin d'observations sur des longues périodes pour déjà faire un diagnostic de ce qui se passe. Donc avant, on est passé par des mesures assez manuelles, assez empiriques. On a des stations, par exemple, qui mesurent la pluie depuis 1870-1880. On a maintenant des réseaux de mesures automatiques, comme on voit en bas à gauche, et depuis les années surtout 80, on a une explosion en fait de données satellitaires qui nous permettent là aussi de documenter pas mal de compartiments du cycle de l'eau, par exemple le couvert neigeux, et aussi plus récemment les précipitations. Et en France, on a la chance d'avoir un réseau de mesures assez dense. Là, j'ai représenté les stations avec des données Météo France sur tout le pays. Alors, je ne sais pas si on voit bien en rose. Mais en fait, on a un réseau assez dense, donc ça veut dire qu'on peut vraiment avoir une information fine à une échelle locale qui ne dépend pas uniquement de modèles, mais de données d'observation. Alors, un petit aparté, je trouvais cette publication intéressante quand même pour illustrer les incertitudes liées à la mesure. Alors, un pluviomètre, c'est à peu près 400 cm², donc c'est pas grand. Si on met bout à bout la surface de tous les pluviomètres à l'échelle du monde, donc on a les cartes en haut de deux grands réseaux de mesure, en fait, on n'arrive même pas à la moitié d'un terrain de football. C'est un terrain de saut, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est quand même une toute petite surface, ça veut dire qu'on a des sacrés trous dans la raquette quand même pour certaines mesures, y compris les précipitations. Alors, je vous ai sorti les données correspondant à Banyuls ici, donc issues de la base de données Safran de Météo France, qui est maintenant complètement en open access. Alors ça, c'est un mélange en fait de stations météo, qu'on n'a pas sur Banyuls. Et on peut dire que c'est des données des stations proches qui ont été interpolées pour estimer ce qui se passe ici. Et on a des données depuis 1900,
58 et j'ai fini ça en 2024. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici à Banyuls? Déjà en haut à gauche, c'est une augmentation des températures assez marquée. On est en dessous de 16 degrés ici vers les années 60 et là on dépasse allègrement cette moyenne sur les dernières décennies. Une augmentation aussi assez forte des valeurs maximales et minimales un peu moins marquées. Très bien, vous allez voir que c'est très cohérent avec ce qu'on observe dans d'autres régions. Au niveau des pluies, il n'y a pas du tout de tendance au long terme à la baisse. Par contre, on voit très clairement l'anomalie ici sur les années récentes avec des barres très très basses. En 2023, je crois qu'il a plu à Perpignan 200 mm. C'est ce qui pleut normalement à Marrakech. Donc ça donne une idée de l'épisode que vous êtes en train de subir, puisque là il y a un petit sursaut, mais voilà, on est quand même sur une tendance assez pessimiste ces dernières années. Si on regarde les max annuels de précipitation, donc les fameuses pluies qui nous donnent des épisodes dits méditerranéens, on n'a pas de tendance, ça aussi, on va voir que c'est pas forcément partout qu'on observe ça. L'humidité du sol ici, donc, qui est modélisée, mais à la base sur des données observées, on voit clairement le décrochage très 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 fort, et il n'y a pas d'équivalent dans la série dans les années là 2019-2020. Et alors la neige, je vais passer là-dessus parce que j'ai pas vu de station de ski au-dessus de Banyuls, donc je pense que c'est un peu anecdotique. Par contre, l'évapotranspiration, ici on voit qu'on passe de l'ordre de 1200 à 1300 mm, et là on augmente de 1400 à 1500 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, eh bien, il y a en plus 100 ou 200 mm que d'avant, enfin, par rapport aux années plus anciennes. On a de plus en plus d'eau qui repart dans l'atmosphère, et vous avez compris, si on fait le bilan pluie ici, même si elle ne change pas sur le long terme, je parle, et augmentation de l'évapotranspiration, mécaniquement, on a de moins en moins d'eau disponible au sol, notamment, ça se voit. Alors, on n'a pas ici une tendance forte sur l'humidité du sol, mais en général, la combinaison des deux facteurs entraîne une diminution assez nette de l'humidité du sol, et à peu près partout en Méditerranée, vous allez le voir plus tard. Alors, les températures qu'on observe ici, l'augmentation, elle est tout à fait cohérente avec ce qu'on voit un peu partout déjà sur la planète et en Méditerranée. Et on parle souvent de points chauds pour la Méditerranée parce que tout simplement, si on regarde les courbes bleues et vertes en haut ici, et bien en fait, on voit que la température dans nos régions méditerranéennes augmente à un rythme plus soutenu qu'ailleurs sur la planète. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, avec un collectif de collègues, j'ai organisé un atelier en 2022 à Montpellier, avec à peu près tous les pays méditerranéens. On n'avait juste pas eu l'Albanie, parce qu'on n'avait pas de collègues là-bas, pour collecter 22 000 stations météo sur tout le pourtour méditerranéen et régler une fois pour toutes la question de est-ce que les pluies baissent en Méditerranée? La réponse est non. Alors, je ne sais pas si les figures sont faciles à comprendre, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris pour différentes périodes, on ne voit pas très bien les périodes, 1871, 2020, 1901, 1931, etc. Donc, différentes périodes temporelles, et à chaque fois, on regarde s'il y a des tendances. Et le résultat majeur, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'il n'y a pas de tendance, et les tendances qu'on détecte sont fortement liées à la période qu'on regarde. Par exemple, on a une tendance uniquement entre les années 60-70 et les années 2010, je crois. Et si encore on va dans les années plus récentes, on n'a pas forcément ces tendances partout. Donc, forte variabilité des précipitations, et pas nécessairement de signal marqué vers une baisse des pluies en Méditerranée française, et surtout pour tout Méditerranée. Alors là, on a parlé des données observées. Donc on peut dire qu'il n'y a pas un gros doute en fait, il n'y a pas de scepticisme à vérifier sur ce qu'on observe avec des appareils de mesure de qualité très professionnelle, des températures qui augmentent, c'est robuste, les pluies on peut les mesurer maintenant assez correctement. Modulo, comme j'expliquais, le manque de représentativité spatiale. Il y a une autre famille d'outils qu'on utilise pour regarder l'impact du changement climatique, c'est les modèles de climat. Et là, effectivement, c'est plus sujet à des incertitudes et pour différentes raisons. Alors, un modèle de climat, c'est ce que j'ai présenté en haut à droite. C'est tout simplement la Terre qui est découpée en petits carrés. Et dans chacun de ces carrés, on résout les équations de la physique pour mesurer, enfin pour reproduire, les flux d'énergie, les flux d'eau. Et en fait, on fait tourner, donc c'est des modèles exactement à l'image de ceux que vous utilisez pour regarder la météo, sur le téléphone portable. Simplement, on fait tourner ces modèles sur des longues périodes, plusieurs dizaines, centaines d'années. Et en fait, on met en entrée de ces modèles de climat différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre qui sont représentés ici par les différentes spaghettis. Donc ça, en fait, c'est différents choix pour notre futur. C'est des choix d'abord politiques, sur quelle trajectoire on veut se placer. Et on a donc la trajectoire de Paris ici, donc c'est pas un scoop, on n'est pas du tout en train de prendre celle-là. On n'est pas non plus en train de prendre la trajectoire, on va dire, du pire, le trait rouge ici. On est en noir ici, sur un scénario à l'augmentation, mais ni vers une diminution comme l'accord de Paris, ni une augmentation complètement drastique. Voilà, c'est pas un signal optimiste, mais c'est pas le pire des scénarios non plus. Voilà.
mais qui aura des conséquences quand même très importantes à l'avenir, d'après ce qu'on pressent. Alors ces modèles de climat, ils sont en perpétuelle augmentation, enfin en amélioration depuis des décennies. On avait des modèles à une résolution de 500 voire 400 km pour chaque petit carré ici, il y a 30-40 ans, et maintenant on améliore constamment la résolution spatiale de ces modèles, et aussi on augmente de plus en plus les processus qu'on est capable de représenter dans ces modèles. Alors j'ai trouvé cette jolie illustration à l'image des jeux vidéo. Hein. Avant on jouait, moi quand j'étais petit, voilà, c'était ça les jeux vidéo, c'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup. Du coup, voilà, plus on avance dans le temps, plus la résolution spatiale des modèles augmente. Regardez avant la résolution avec les pixels de 500 km, on distingue à peine la France et les Alpes, ça serait peut-être un demi-carré. Avec une résolution améliorée, on a des choses quand même beaucoup plus réalistes. Voilà, donc il faut comprendre que c'est des choses en perpétuelle amélioration. Alors à quoi ça sert des modèles? Ça sert à faire ça, par exemple, j'ai sorti un article récent, les projections de température en haut et de précipitation en bas, donc à la fois en historique et en futur, de 1960 à 2100. Le spaghetti de courbe ici montre l'ensemble, l'enveloppe des possibles que donnent les différents modèles, et vous voyez qu'il n'y a pas trop de surprises, puisque le zéro n'est pas inclus dans cet ensemble à partir de 2060, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario qui nous dise tout va bien, les températures vont baisser. C'est un premier signal, on attend une hausse continue des températures avec des ordres de grandeur peut-être même encore plus élevés que les températures qu'on a connues dans le passé. J'ai fait exprès de mettre les deux graphiques sur le même diapositive, puisque là c'est sur les précipitations, et vous remarquerez que ce spread ici, cette incertitude, elle est beaucoup plus large que pour les températures, et surtout que le zéro, même en fin de siècle, est inclus dans l'intervalle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en Méditerranée, alors c'est pas que la France, là c'est tout le pourtour méditerranéen, mais en fait on n'arrive pas à distinguer de clairs signaux dans les modèles vers un assèchement lié aux précipitations. On a un signal tendanciel à la baisse, mais qui est entaché de beaucoup d'incertitudes. Alors, ça, on entend souvent des climato-sceptiques nous dire « mais oui, vos modèles, c'est de la gnognotte, ça marche pas très bien, etc. » Et en fait, il y a cette jolie figure dans le dernier rapport du GIEC qui montre en fait les modèles des années 70, 77, 71, les différentes courbes, qui nous montrent en fait les projections de ces modèles de climat un peu rudimentaires pour les années qu'on observe aujourd'hui. Vous voyez ici en 2010-2020. Ben, il se trouve que tous les modèles, bon à part celui-là, on ne sait pas trop qui l'a fait, mais bon, ils sont un peu trompés, on se rend compte que tous les modèles quand même ont été plutôt pas mal pour modéliser l'évolution des températures telles qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un argument pour donner un peu de confiance à ce que font nos collègues climatologues. On a un peu de tout, excusez-moi. Voilà. Et là, un deuxième argument, massu, celui-là, notamment de nos anciens ministres géologues, qui nous explique qu'effectivement, on a déjà eu des températures plus élevées sur la planète. C'est parfaitement vrai, puisque là, j'ai trouvé cette figure qui montre l'évolution jusqu'à moins 400 millions d'années, ici. Et on voit bien donc, la gamme de températures qu'on a ici dans nos périodes récentes, jusqu'à moins 12 000 ans. On a effectivement des périodes beaucoup plus chaudes, mais là, vous voyez, il n'y avait pas d'hommes sur Terre, il y avait des dinosaures. Donc, en termes d'impact, ce n'était pas du tout la même chose. Effectivement, la planète a pu supporter des températures beaucoup plus fortes, mais l'apparition de l'homme, c'est à peu près ici, l'Homo sapiens en tout cas. Et ce qui est important de noter, c'est que la gamme des températures qui ont permis aux sociétés humaines de se développer, donc j'ai daté ça, on va dire, avec le début de l'agriculture, et bien on s'aperçoit en fait qu'en fin de siècle, dans les différents scénarios, on est en train de sortir de la gamme de variabilité des températures qui ont permis tout simplement à l'humain de prospérer. Quoi. Donc ça donne quand même une idée du niveau de bouleversement qu'on attend, et notamment en termes d'impact dans différents secteurs, sur la santé humaine, sur l'agriculture notamment. Voilà, donc on parle de chiffres qui ont l'air peut-être anodins, de quelques degrés, mais en fait ces degrés, c'est des ordres de grandeur extrêmement importants si on regarde cette échelle de temps qui nous concerne, nous, humains. Alors, deuxième partie, je vais vous présenter sommairement des résultats tirés d'un projet qui s'appelle Explore 2. Alors, on a la chance d'en avoir ce soir dans la salle le coordinateur de ce projet, mais il ne dévoilera son identité que si les questions sont bienveillantes. Voilà. Donc, en fait, ce projet, c'était quelque chose d'assez inédit en France, parce que ça a associé beaucoup de laboratoires, à la fois de climat et d'hydrologie. Et le but, c'était de produire un état des lieux de ce qu'on sait sur l'évolution de l'hydrologie en France, et non pas sur quelques grandes rivières, mais sur un ensemble de plus de 3000 cours d'eau, et tous les petits points ici en jaune et en vert. Donc c'est quelque chose d'assez exhaustif. Alors,
J'ai regardé, on n'a pas la pailloterie ici, voilà, mais on a quand même un niveau de granulométrie assez fin, et ça permet de donner, notamment à l'échelle locale, à l'échelle de commune, à l'échelle d'agences de bassin, des informations pertinentes pour l'adaptation. Alors, je ne vais pas passer sur des détails, mais grosso modo, on fait toute une machinerie pour utiliser des modèles de climat, comme j'ai dit précédemment, des méthodes statistiques que personne ne comprend, et des modèles hydrologiques pour produire des scénarios hydrologiques. Voilà, c'est pour faire simple. Je dis ça parce qu'on a dans la salle un intervenant qui a donné un cours justement sur ces méthodes qui sont extrêmement utiles, mais indispensables pour faire tourner ces modèles. Voilà, juste pour faire un peu de promo sur les outputs, l'intérêt aussi, c'est que maintenant on est dans une ère de sciences ouvertes, donc maintenant les travaux qu'on fait dans les labos, on essaie de diffuser au maximum les données, les méthodes, etc. Et là, c'est le cas de ce projet, avec un entrepôt de données où il y a absolument tout, et notamment les 4000 fiches, je ne sais pas s'il y en a 4000, mais il y a beaucoup de fiches pour chacune des rivières, je vais vous montrer après. On a toutes les données disponibles ici sur des portails donc plutôt destinés aux experts, et des portails que je vous invite à visiter qui sont, on va dire, faits avec un niveau de vulgarisation assez élevé pour que presque tout un chacun puisse aller regarder, cliquer sur la carte, voir ce qui se passe. Donc voilà, on peut saluer l'effort ici qui a été fait de vulgarisation. Et aussi un MOOC, alors je ne sais plus ce que ça veut dire l'acronyme MOOC, mais c'est des cours en ligne avec des vidéos, de l'auto-formation. Voilà. Et alors oui, j'ai sorti une rivière pas loin d'ici, hein, le Tech à Argelès. Et pour donner une idée du type d'output qu'on a produit, donc de sortie de ce projet de manière assez vulgarisée, où c'est graphique, il y a des jolies couleurs. Là, par exemple, sur cette rivière, on a les détails du cours d'eau, on a les courbes de débit en climat historique, avec en noir la référence observée. Et là, on a des scénarios futurs, donc pour différents horizons temporels, et différents, ce qu'on appelle narratifs, c'est-à-dire différentes trajectoires potentielles du climat en France. Et on voit sans trop de surprise, notamment en fin de siècle, que par rapport à la courbe noire, à peu près tous les scénarios sont vers une diminution, mais on reviendra en détail là-dessus plus tard. Voilà, alors ça c'est une diapo qui schématise de manière très simplifiée les résultats majeurs du projet. La carte ici représente pour chacun des points la diminution, parce qu'il n'y a pas d'augmentation, enfin s'il y a quelques zones où ça augmente un petit peu, mais globalement on est plutôt dans du marron. Donc ça montre que partout en France, on projette une forte diminution du débit des cours d'eau, notamment en été. Il y a très peu de zones, il y a des zones qui sont assez incertaines, à la fois sur le signal de changement climatique, mais aussi incertaines dans la mesure où on n'est pas très à l'aise pour représenter les processus, notamment quand il y a des nappes souterraines, des fois c'est un peu compliqué. Voilà, donc ça c'est le résultat majeur. Si on regarde cette fois-ci les débits annuels, donc les écoulements sur toute l'année, là on voit quand même un schisme nord-sud, on voit plutôt pas de signal dans le nord de la France ou une légère augmentation. Par contre, là encore, un signal négatif à une diminution dans le sud. Donc nous, on combine malheureusement les deux. On va avoir une baisse des débits toute l'année et en plus en été, donc ça va poser des problèmes. Je pense à nos voisins du Cap d'Agde ici, avec pas mal de touristes l'été. Autre fait marquant, mais qui quelque part était assez attendu, c'est qu'avec une fonte nivale extrêmement importante, on va modifier en profondeur le régime des cours d'eau dans les régions de montagne, notamment dans les Alpes et les Pyrénées. Et ça aussi, simplement avec le décalage dans le temps des périodes où on a un peu d'eau, ça peut poser des problèmes en termes de gestion de cette ressource. Alors, je vais parler ensuite sur le... Je vais regarder le temps quand même, on va bien le montrer ici. Oui, c'est bon. Du coup, je vais parler maintenant sur deux aspects qui sont le cœur de ma spécialité. On va parler des crues, d'une part, inondations et les sécheresses. Alors, on va commencer par les crues. Et vous avez tous en tête ces épisodes marquants de Valence en Espagne et en Libye. Alors j'ai fait exprès de mettre ces deux épisodes, puisque dans ces deux cas, on a des fortes pluies, d'accord, mais on est aussi à un contexte de vulnérabilité aggravé. Et en fait, il faut comprendre que la majorité de ces épisodes, quand ils ont un impact fort en termes de vie humaine, en termes de dommages, enfin, surtout en termes de vie humaine, c'est souvent parce qu'il y a une combinaison de différents facteurs, et c'est pas uniquement parce qu'il y a une pluie monstrueuse à un endroit donné. Et si on reprend un peu rapidement ces deux exemples, le premier en Libye, Derna, alors on voit bien sur cette photo que j'ai choisie une vallée très encaissée ici, et en fait cette rivière était normalement barrée avec deux barrages qui ont cédé lors d'un épisode. Mais ils n'ont pas cédé. Alors l'épisode était très fort, on est d'accord, mais c'était pas non plus des cumuls absolument extraordinaires de pluie. Par contre, c'est des barrages qui n'étaient pas entretenus. C'était construit en 1970 par une entreprise tchèque, je crois. Et à cause des troubles politiques en Libye, en fait, il y a eu l'envasement, des problèmes techniques, structurels dans ces barrages, et en fait, ils ont cédé, alors que normalement, ils n'auraient pas dû céder dans ces conditions de pluviométrie. Sauf que quand ils ont cédé, ils ont entraîné une vague, je crois, de 6 mètres de haut. En fait, chez des collègues libyens et puis tunisiens et algériens qui ont participé au retour d'expérience de cet épisode, donc ils étaient sur place sur des mesures.
Et en fait, ils estiment qu'il y a une vague de plusieurs mètres d'eau, et on estime, alors on n'a pas des chiffres clairs, mais entre 5 000 et 10 000 morts sur cet épisode. Ce qui est faramineux, le même épisode de pluie qui a traversé le sud de la Grèce, c'était ce qu'on appelle un médikène, une sorte de dépression méditerranéenne. Je crois qu'il y a eu 4 ou 5 morts en Grèce. Ça donne une idée quand même pour le même épisode, le même type d'épisode, en conditions de vulnérabilité accrue, on maximise le risque d'avoir un impact fort. Deuxième chose, en Espagne, alors pareil, des images catastrophiques de voitures empilées. Et pourquoi des voitures? C'est qu'en fait, il y a peut-être et sans doute eu un défaut d'alerte météo, c'est-à-dire que les météos avaient très bien prévu l'épisode. Moi, j'ai échangé avec un collègue de l'AEMET quelques semaines après. Une alerte a été donnée le matin, et en fait, on ne sait pas trop pourquoi, mais les gens n'ont pas forcément été bien alertés, alors que par exemple en France, avec un système centralisé d'alerte via les SPC, le Chapi et les préfets, surtout qui peuvent prendre des mesures assez drastiques comme couper des routes, et ben on peut estimer qu'on aurait pu réduire la vulnérabilité si à 17h, 18h, il n'y avait pas eu plein de monde sur les routes qui rentraient du boulot comme si de rien n'était, alors qu'on savait très bien qu'un épisode majeur était en cours. Ils ont eu, je crois, 179 mm de pluie en 1 heure, c'était le record absolu, si je ne me trompe pas, en Espagne. Mais ce n'est pas insurmontable dans les zones méditerranéennes où on est quelque part habitué à des très forts cumuls de pluie. Je rappelle que dans les Cévennes, il y a quelques années, on a eu, je crois, 800 ou 900 mm de pluie. Donc voilà, on a un peu de marge. Alors je ne minimise pas, attention, c'est des catastrophes humaines terribles. Hein. Je dis juste qu'il voilà, y a une combinaison à la fois d'un facteur naturel, mais aussi et surtout de conditions de grande vulnérabilité. Et c'est vraiment à prendre en considération quand on regarde ces épisodes de crue. Alors, là, j'ai mis quelques chiffres et quelques infos sur la France. On estime, c'est sorti l'an dernier ça, on estime qu'on a 18 millions d'habitants exposés au risque d'inondation, donc à peu près 26% de la population totale. Sans surprise, hein, dans les zones méditerranéennes, on est au sommet du podium avec d'autres régions. Et aussi, enfin, alors j'ai pas de chiffres, je ne trouve pas de chiffres clairs sur les statistiques de construction aux zones inondables. Il y a quelques études qui montrent qu'on continue en fait à construire dans des zones qui ne devraient pas l'être. Et notamment, j'aime bien il y a un rapport qui est paru cette année pour Décompte, j'ai trouvé. Alors il y a plein j'en ai pris que 2, mais en fait il y a plein de phrases comme ça dans ce rapport qui sont assez croustillantes à lire. Voilà, je vous laisse lire tout seul cet aspect-là. Alors, au niveau, là on parlait du contexte de vulnérabilité, au niveau de l'aléa, donc qu'est-ce qui se passe au niveau des pluies extrêmes en France? Il y a une très chouette étude d'un collègue de Météo France qui a collecté en fait tous les points bleus, c'est des stations météo, donc là on peut dire que c'est une étude vraiment assez complète, et qui regarde en fait l'évolution de ces pluies extrêmes sur le long terme, et on voit ici la courbe qui indique effectivement que dans le sud de la France, on observe, alors c'est pas très fort, c'est pas très marqué, mais c'est quand même significatif, on observe que ces épisodes, en moyenne, quand il pleut de manière intense, et ben c'est de plus en plus fort, on a de plus en plus de cumuls de pluie lors de ces épisodes. Ça c'est une première chose, c'est la partie précipitation. Alors, la même chose, alors la carte, là c'est de l'observation précédemment, c'est des données, donc on peut dire qu'on n'a pas full incertitude là-dessus, hein, c'est des données mesurées sur 30, 40, 50 ans, donc c'est des choses assez classiques. Si on regarde maintenant ce que nous donnent les modèles, alors quand vous verrez le petit icône en haut à droite Explore 2, c'est que c'est des résultats du projet Explore 2, voilà. Donc en fait, les cartes que vous verrez dans le rapport, enfin dans la présentation, c'est toutes les mêmes. Alors, à chaque fois, vous avez 2 scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ici le 4.5 en haut, et le 8.5, donc beaucoup plus pessimiste en termes d'émissions en bas. Et pour 2 périodes, un futur proche, 2041, 2070, et 2070, 2100. Et là, ce qu'on voit sur l'augmentation projetée pour ces 2 scénarios d'émissions et ces 2 périodes futures sur les pluies extrêmes en France, on voit qu'il n'y a que du rouge sur la carte. Alors, il y a peut-être un peu des points bleus, mais c'est pas foufou. Globalement, ce qu'on attend, c'est que cette tendance à l'augmentation des pluies intenses qu'on voit dans les données observées, eh ben, elle a une forte probabilité de se prolonger dans le futur. Alors plutôt dans la moitié nord de la France, on voit que l'intensité du rouge est plus fort ici, mais on a quand même dans le sud plutôt une dominance de couleurs qui indique 0. Alors ça c'est la convergence entre les modèles, c'est-à-dire le pourcentage de modèles qui nous disent il va pleuvoir plus, ou le pourcentage de modèles qui va nous dire il va pleuvoir moins. Donc en rouge c'est plus, en bleu c'est moins. Et donc là, on a du rouge partout, donc ça veut dire qu'on a quand même une bonne cohérence pour dire que les pluies devraient augmenter. Et on estime que la moyenne, la médiane, alors il faut faire attention avec ces chiffres globaux, hein, parce que ça cache des disparités locales très fortes, on estime à plus de 20% ce signal moyen. Alors, s'il pleut de plus en plus fort, est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'inondations? Et la réponse est non. Déjà, on l'observe dans les données. Moi, j'ai fait des études sur les bassins méditerranéens, donc sur 170 bassins français du sud de la France.
et on n'observe pas du tout de tendance à la hausse des crues. Ce qui est paradoxal, puisque dans la même région, on a vu qu'on observe une augmentation des pluies intenses. Alors il faut bien comprendre que quand il pleut, et si ces pluies deviennent de plus en plus intenses, il y a une forte modulation en fait de la réponse hydrologique. La réponse hydrologique, c'est quoi? C'est comment la pluie se transforme en ruissellement et en débit. Et bien en fait, ça dépend fortement des surfaces que la pluie rencontre. Sur des sols imperméables, alors là j'ai pris une rue de Montpellier, hein, où c'est du pavé, etc., pas beaucoup d'herbe. En fait, mécaniquement, sur ces sols-là, si les pluies s'intensifient, on s'attend à plus de ruissellement et donc des inondations plus graves, c'est assez mécanique. Et c'est pas pour rien qu'on voit toutes ces images catastrophiques en milieu urbain, notamment des voitures empilées, des maisons inondées, voilà. Dans les sols dits naturels ou cultivés, c'est pas du tout la même histoire. En fait, ça dépend très fortement du type de sol, du type de couvert végétal, et dans le cas des zones agricoles, du type de travail de sol qu'on applique. C'est vraiment très différent. Et en tout cas, dans ces deux types de sol, on ne peut pas du tout dire que l'augmentation des pluies se traduit partout, tout le temps, par une augmentation du ruissellement. Et il y a cette chouette étude que j'aime bien citer dans Nature par un collègue allemand, Günter Blöschel, qui montre en fait l'évolution historique. Là encore, c'est des données mesurées, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de scénario dedans, et qui nous montre en fait qu'en Europe, on a plutôt une tendance à la baisse des crues dans le sud de l'Europe. On est plutôt sur du marron ici, dans nos latitudes, et plutôt une augmentation en Europe centrale. Alors je ne vais pas lire le texte ici, vous allez pouvoir le voir vous-même, mais juste pour expliquer que les inondations, les ruissellements, c'est des facteurs, c'est des phénomènes vraiment multifactoriels, et il ne faut pas du tout faire de raccourcis simples en disant plus de pluie égale plus de crues, c'est pas du tout vrai. Et en Méditerranée, une des hypothèses de travail, qu'on a notamment démontré aussi avec des collègues dans un article récent, c'est qu'en fait la baisse de l'humidité du sol est tellement forte qu'elle est en mesure quelque part de tamponner l'augmentation des pluies, puisqu'on sait que plus les sols sont secs, plus ils vont stocker d'eau, et donc réduire la possibilité de genèse de ruissellement. Alors pareil, Explore 2, rappelez-vous, en haut à droite. Donc là, c'est des scénarios, alors on a vu tout à l'heure les scénarios sur les pluies intenses, là c'est les scénarios d'évolution des crues. Donc avec les 4 mêmes fenêtres, hein, on ne perd pas le fil. Donc là, ce que j'ai représenté, c'est ce que nous disent les modèles de climat sur l'évolution des crues qui ont lieu en moyenne une fois tous les 20 ans, qui ont 5% de chance de se produire chaque année. Et on voit que le signal est complètement différent de ce qu'on voyait sur les pluies tout à l'heure. Rappelez-vous, tout était rouge sur la carte, on peut le retrouver, hein, c'est pas loin, je ne vais pas m'abîmer les doigts en faisant ça, voilà. On est du tout rouge ici, et là on est plutôt proche de zéro en fait dans pas mal de cas. Et en tout cas, il faut attendre la fin de siècle pour le scénario vraiment le plus pessimiste, en passant, comme j'ai montré tout à l'heure, au scénario qu'on n'est pas forcément en train de prendre. On est sur du rouge uniquement sur une moitié nord de la France, et en tout cas, chez nous en Méditerranée, on peut conclure qu'il n'y a pas du tout de signal vers une augmentation ou une baisse des crues. On se situe plutôt dans la marge, on va dire, de l'erreur, hein, l'épaisseur du trait quelque part, avec des valeurs très proches de zéro, tantôt positives, tantôt négatives. Donc pas de traduction de l'augmentation des pluies en Méditerranée par une augmentation des crues. Alors, dernière partie sur les crues, donc ça sera pour alimenter les questions, vous avez compris pourquoi j'ai mis ces diapos, mais il y a différentes stratégies pour limiter l'impact des crues. Donc il y a la construction de grands barrages un peu partout. On a vu en Libye que des fois les barrages, c'est pas la solution miracle, au contraire. Aussi, le système de prévision, c'est vraiment fondamental. Si on prévient les gens à temps, de manière localisée, qu'un épisode va se produire, ils peuvent se mettre en sécurité, pas forcément aller faire du vélo. Donc voilà, là, il y a une manière aussi assez efficace de réduire la vulnérabilité à ces épisodes. Et enfin, on peut citer beaucoup de mesures d'aménagement du territoire. Ce qui est beaucoup à la mode maintenant, c'est ce qu'on appelle la désimperméabilisation des sols. On voit de plus en plus de parkings ou dans des zones en ville, vous savez, des dépressions créées pour un terrain de football, etc., qui vont être en mesure de stocker l'eau, de ralentir les éboulements et d'éviter quelque part des phénomènes de ruissellement. Et des mesures, alors peut-être un peu plus anecdotiques, mais j'ai trouvé cette image assez rigolote, enfin rigolote, pas rigolote pour les gens qui sont dans la maison, mais ces protections individuelles autour des maisons, et bien sûr les digues, etc., mais qui sont un peu du même ordre de grandeur du même ordre que les grandes infrastructures. Des fois, ces barrages, ces digues, elles vont donner une sensation de fausse sécurité, favoriser l'installation d'habitations à proximité de ces digues, et toute digue un jour est peut-être vouée à s'écrouler, donc voilà, là aussi on maximise la vulnérabilité. Les sécheresses. Faire attention à ce que je dis, parce qu'ici vous êtes des experts des sécheresses malheureusement. Alors on a tous en image ces illustrations catastrophiques, hein. La végétation qui dépérit, même les oliviers, même des vignes en conditions de stress extrême vont mourir, hein, c'est pas un scoop. On
on a ces images de barrages à sec ou des niveaux de rivière très bas, voire il n'y a plus d'écoulement, et bien sûr les feux de forêt. On a vu que maintenant même des régions un peu plus au nord de la France sont extrêmement exposées à ce risque. Alors ça aussi c'est un rappel mais qui est important pour comprendre la suite. On distingue différents types de sécheresse, la sécheresse météorologique, qui est en fait une absence de précipitation pendant une durée plus ou moins longue, ok, donc il n'y a plus de pluie, c'est ce qui s'est passé ici d'ailleurs depuis quelques années. Ensuite, en général, quand ce déficit se prolonge ou pas, vous allez voir pourquoi ou pas, on parle ensuite de sécheresse au niveau des sols, donc sécheresse agricole, quand le niveau d'humidité des sols est très bas. Et là, en termes d'impact, ça devient très important, parce que dans les sols, c'est là que les végétaux puisent leurs ressources, voilà, c'est des impacts très importants. Je dis ou pas parce qu'en fait, maintenant, on a ce qu'on appelle des épisodes de sécheresse éclair avec des conditions des conditions de température tellement élevées qu'elles vont provoquer un assèchement des sols très rapide. Ce qui veut dire que même en situation où on n'a pas de déficit de pluie, et bien en fait, des fortes vagues de chaleur peuvent assécher les sols et on se retrouve quand même en situation de sécheresse. Et si on continue vers le bas, en quelque sorte, on a ensuite le niveau les sécheresses hydrologiques avec des niveaux très bas dans les nappes, les aquifères et les cours d'eau. Et là aussi, ça pose un problème puisque c'est là en général qu'on puise nos ressources en eau potable ou pour l'irrigation dans les cours d'eau ou le sous-sol. Voilà, donc j'ai résumé ici un peu les mécanismes à l'œuvre et la taille des flèches n'est pas anodine. J'ai mis une grosse flèche à droite vers la hausse des températures et l'augmentation de l'évapotranspiration, qui est le vrai mécanisme en fait à l'œuvre et qui explique en fait un peu partout sur la planète et notamment en Méditerranée la forte augmentation de la récurrence des sécheresses et une flèche un peu plus petite ici à la baisse des précipitations. Et aussi dans certaines régions, et notamment autour de chez nous à Montpellier, on observe une redistribution dans l'année des pluies, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de pluie à l'automne et un peu moins au printemps, et au printemps c'est la période par exemple où les plantes se réveillent, ont besoin d'eau, etc. Donc ça veut dire que même en l'absence de signal marqué vers une baisse des précipitations, des fois une modification du régime de précipitation, un décalage dans l'année, ou alors par exemple un nombre de jours secs qui diminue et des pluies moins fréquentes mais plus abondantes quand elles tombent, en fait même ça peut avoir des impacts importants sur le stock en eau dans le sol et donc pour les plantes. Alors, maintenant, c'est bien connu que chez nous, on a des conditions de plus en plus fréquentes de sécheresse. Là, cet indicateur qui nous montre une carte de l'évolution des sécheresses sur toute la Méditerranée entre 1980 et 2012. On voit clairement beaucoup de zones en marron, indiquant une diminution d'un indicateur qui mesure la sécheresse du sol, combiné entre les pluies moins l'évapotranspiration. On voit clairement que le sud de la France est touché, l'Espagne, le Moyen-Orient, la Grèce, et aussi et surtout le Maroc, où c'est une zone en fait avec des très fortes augmentations à la fois des températures, parce que là en plus, là-bas se combine la hausse des températures et une baisse des précipitations qui elle est marquée et avérée. Dans la même ordre d'idée, donc j'ai extrait des données d'un papier récent là, qui parlait de la sécheresse de 2022, causée par des conditions anticycloniques persistantes en fait, qui ont empêché toute advection d'eau. Rappelez-vous, au début de la présentation, on parlait de l'évapotranspiration et comment l'eau pouvait être transportée d'une région à l'autre. Et bien, si on a un anticyclone, sous l'anticyclone, déjà, il ne pleut pas beaucoup. On avait toute l'Europe en anomalie négative de sécheresse. Et si on extrait ici un carré correspondant à la Méditerranée française, on voit clairement au cours du temps, donc ça c'est une anomalie de sécheresse sur 9 mois, donc c'est quand même assez long, 9 mois, hein, c'est quasiment toute l'année. On voit clairement qu'on passe dans des situations ici d'alternance rouge-bleu, positif, négatif, à du rouge, 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 donc des sécheresses de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Donc c'est un signal vraiment robuste de notre région. Explore 2, on a produit aussi des scénarios d'évolution des sécheresses. Alors là, ici, on a deux indicateurs. Les sécheresses météo, rappelez-vous, c'est un déficit de précipitation. Et les sécheresses du sol, c'est la sécheresse agronomique. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la barre ici de légende, il n'y a pas de négatif. Normalement, sur les autres graphiques, il y avait du plus et du moins. Là, il n'y a que du plus. C'est-à-dire qu'il y a partout, on s'attend à une augmentation de la fréquence des sécheresses. Donc voilà, c'est pas un artefact, c'est pas moi qui me suis trompé dans la figure, hein, c'est le résultat. Par contre, il y a quand même des nuances à apporter. Entre l'hiver et l'été, le nord et le sud, le signal sur les sécheresses météo est assez faible quelque part, notamment en hiver ici. C'est du jaune, mais ce n'est pas des valeurs très très fortes. On a un signal quand même à la baisse, mais en été uniquement. Par contre, sur les sécheresses du sol, notamment en été, on a un signal généralisé vers des conditions beaucoup plus sèches sur l'été et partout en France, pas que dans les régions méditerranéennes. Alors, une autre manière de représenter ça, ce sont par exemple les graphiques ici qui vous montrent le pourcentage de la France touchée par la sécheresse.
à gauche météo, à droite du sol. On voit bien que sur les sécheresses météo, ça augmente, mais c'est pas foufou, hein, on passe de 15% de 10 à 15% environ. À l'inverse, à droite, on voit qu'on passe de 10% dans les années 2010-2020 à près de 30%, donc un triplement des surfaces impactées par des épisodes de sécheresse. Et encore une autre manière de représenter, ça c'est des graphiques de Météo France, par Fabienne, qui est dans la salle aussi, je crois, qui nous montre les petites bulles. Là, c'est chaque épisode de sécheresse, donc météo et du sol. Alors météo, encore une fois, on n'a pas un signal très marqué vers une tendance à plus de bulles ici. Ici, c'est l'inverse, on voit clairement la superficie touchée et le nombre de bulles qui augmentent de manière très importante. Et là, alors si je ne me trompe pas, voilà, c'est le narratif jaune, c'est un ensemble de scénarios climatiques plutôt peu marqués en termes d'hydrologie. Donc même dans un scénario, on va dire, où il n'y a pas de changement drastique sur l'évolution des pluies, on a quand même cette augmentation drastique des sécheresses du sol. Et enfin, au niveau des sécheresses, donc on a fait les sécheresses météo, on a fait les sécheresses agronomiques du sol, et là on regarde les sécheresses hydrologiques. Donc ça c'est quoi? C'est le niveau le plus bas des cours d'eau qu'on observe en moyenne une fois tous les 5 ans. Donc ça devient déjà un peu rare, hein, c'est pas un épisode habituel. Et là c'est pareil, alors il n'y a que quelques points qui montrent que des modèles nous disent attention ça va augmenter, c'est un peu dans les Alpes ici, alors à voir si c'est en lien avec la fonte nivale, mais je n'ai pas regardé ça. Par contre, on voit aussi et surtout que partout en France, on a un fort agrément entre les modèles. Rappelez-vous les cartes tout à l'heure sur les crues, hein, c'était le même indicateur, c'était pas foufou, on avait un signal autour de ces valeurs-là. Là, on est plutôt dans du moins 40, moins 60%. Et ça veut dire que là aussi, on s'attend à une baisse drastique et généralisée des sécheresses au niveau des cours d'eau, donc des niveaux de cours d'eau très bas. Voilà, alors à l'image de ce que j'ai présenté sur les crues tout à l'heure, il y a différentes solutions pour on va dire, s'adapter face à des sécheresses de plus en plus fréquentes et importantes. Alors les fameuses bassines, voilà. Les barrages, qui sont à peu près du même ordre d'idée. Alors moi je travaille au Maghreb depuis 16 ans maintenant, et ce qui est intéressant c'est que c'est des pays déjà très arides, hein. Ils n'ont pas attendu le changement climatique pour avoir des conditions d'aridité beaucoup plus importantes ici chez nous. Et en fait, il existe beaucoup de pratiques d'irrigation, on va dire de petite échelle, très résilientes à l'échelle des territoires, parce qu'elles ne dépendent pas d'un seul gros barrage ou d'une bassine. Et on a par exemple des canaux d'irrigation gravitaire qui permettent d'amener l'eau des coteaux ou des montagnes vers les plaines agricoles. On a des systèmes de terrasses comme ça qui permettent de ralentir les écoulements, de stocker de l'eau temporairement et donc de créer des mini-petits écosystèmes un peu plus humides sur lesquels on peut faire des cultures. Et les retenues collinaires. Qu'est-ce que c'est une retenue collinaire, vous savez ? C'est quoi la différence avec une bassine, par exemple? On laisse passer l'eau. C'est ça. On ne pompe pas l'eau, etc. On va prendre, au-dessus de Bagnols, s'il y a une petite pente, on va mettre un mur de cailloux, mettre un peu d'argile. Voilà, donc c'est vraiment pas du tout du même ordre d'idée que ces grosses solutions d'ingénierie de grande échelle. Et on peut imaginer, alors on voit beaucoup ça dans l'ARP tunisien, par exemple, une multitude de petites retenues qui permettent en fait aux agriculteurs, pour une ou des exploitations dans chaque retenue, d'utiliser l'eau pour l'irrigation. Donc ça, voilà, c'est des solutions qui paraissent beaucoup plus raisonnables pour faire face à ces problèmes de sécheresse, notamment chez nous. Donc on pourrait s'en inspirer. Ça s'appelle des séguières, elles sont souvent faites en terre tout simplement, c'est des canaux en terre. Voilà. Et oui, avec la petite phrase ici, parce qu'on entend souvent cette demande en disant bah, moi il fait de plus en plus chaud, j'ai des problèmes pour ma vigne, etc. Je veux irriguer plus, etc. Mais en fait, c'est pas forcément très logique dans un contexte de diminution de la ressource. Alors, oui, justement, face à l'irrigation, il y a un paradoxe aussi, c'est que dans beaucoup de régions, en fait, on a mis en place des schémas d'irrigation plus efficaces. Et bien, ce qu'on observe, paradoxalement, c'est une augmentation de la consommation, puisque étant dans un système plutôt capitaliste, même ultralibéral, et ben, en fait, quand on a des efficiences pour amener de l'eau, enfin, quand on est de plus en plus efficace pour amener de l'eau aux plantes, et ben, on plante de plus en plus pour faire de l'argent, pour faire très simple. Et ça, ce papier-là, il explique ça dans le sud de l'Espagne par un collègue, Manuel, qui travaille là-dessus. Et j'ai retrouvé ce livre en fait, que j'ai lu quand j'étais étudiant, ça date un peu, alors je n'étais pas étudiant en 83, j'avais 4 ans. Mais déjà, le titre est chouette, et en fait, je vous invite à lire ce livre qui est extrêmement d'actualité. Donc c'est un agronome, et les agronomes, c'est bien, ils ont une vision assez globale des problèmes en général, donc avec une compétence aussi en économie, et qui expliquait tout le paradoxe, en fait, à la fois de pratiques agriculturales, on va dire, vertueuses, etc., et puis l'injonction économique derrière, des fois qui est complètement orthogonale, orthogonale c'est opposé, en tout cas antinomique avec les bonnes pratiques, notamment celles qui
irait vers une durabilité des usages de l'eau. Voilà, je vais finir là-dessus. J'avais quelques... Alors si j'avais ce petit... Je pense que c'est la dernière diapo, oui. Juste pour rappeler, en fait, on entend beaucoup parler ces temps-ci de nouvelles pratiques agricoles, d'hydrologie régénérative, de solutions miracles. Et en fait, j'ai fait absolument exprès de trouver des références biblio très vieilles, 1985, 91, 97. En fait, c'est ce qui explique on parle beaucoup de restauration des sols, limiter les écoulements, pour diminuer en fait les besoins d'irrigation derrière. Et en fait, on sait très bien qu'il y a différents facteurs qui influencent la capacité des sols d'infiltrer l'eau. Entre les types de sols, entre du sable et de l'argile, on n'infiltre pas du tout à la même vitesse. On est à 30 mm/h dans le sable et même pas des fois 1 mm dans l'argile. C'est ce que je vois dans mon jardin. Moi, j'ai un sol argilo-calcaire parfait, donc c'est pas très perméable. La végétation, on voit qu'avec un pourcentage de couvert végétal, on a beaucoup plus d'infiltration que dans un couvert nu, des sols en plus qui vont pouvoir s'éroder, ça on va perdre en plus de la matière végétale, enfin de la matière organique utile pour les plantes. Et troisième facteur, c'est la plante, la pente. Plus en fait on est sur un terrain pentu, plus l'eau va ruisseler rapidement. Et j'étais récemment au Portugal et on voit ce genre de paysage dans le Douro, c'est la région où on fait le Porto notamment. Et en fait on voit des pratiques agricoles assez intéressantes. Avec ce type de plantation, alors on voit bien qu'on n'est pas sur de l'ultra intensif, parce qu'il y a de l'espace entre les rangs de vignes. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un petit talus, un espace ici qui est dimensionné pour passer un engin, par exemple, pour passer une petite camionnette, je ne sais pas, un tracteur. Un rang de vignes avec un petit talus qui protège l'eau, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'eau, en fait, va avoir le temps, non pas d'évaler la pente en emportant tout sur son passage, etc., mais avoir le temps de ruisseler là, de s'infiltrer au niveau des parcelles plates, rappelez-vous la pente, au niveau des parcelles qui sont... Alors là, c'est une période, je crois, c'est après l'été, mais il laisse de la végétation. Donc, deuxième effet, avec un peu de couvert végétal au sol, on va favoriser l'infiltration. Alors par contre, le type de sol, on ne peut pas trop changer. C'est comme si on enlevait tous les cailloux au sud de Bagnoul, ça serait un peu compliqué. Voilà. Juste pour expliquer, voilà, il y a des pratiques agricoles qui sont connues depuis longtemps, qui sont notamment dans ce livre-là, on trouvait pas mal, qu'on redécouvre maintenant, et c'est très très bien. Il ne faut pas non plus être complètement naïf, c'est des pratiques qu'on connaît depuis longtemps, et voilà, il est temps de les appliquer. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je serai content de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Donc, merci beaucoup pour votre exposé. Des questions, je suppose que vous en aurez. Donc voilà, qui lève le doigt en premier. Voilà. Oui, vous avez dit que les sols secs absorbent plus d'eau. Mais si les précipitations sont devenues violentes et sont moins distribuées dans le temps, l'expérience, surtout quand un sol est dépourvu de végétation, l'eau court. Elle n'a pas le temps d'humidifier le sol et de pénétrer. Oui, effectivement, cette question d'intensité de précipitation et de concentration dans le temps est tout à fait importante. Après, il y a souvent une confusion avec des sols secs qui deviendraient imperméables comme par magie. C'est vrai à l'échelle de la parcelle. La parcelle, c'est des petites surfaces. On a des phénomènes qu'on appelle de croûte de battance, par exemple. On voit beaucoup en Afrique de l'Ouest. On a par exemple une forte intensité de pluie qui va déstructurer la surface, vraiment les quelques premiers centimètres du sol, et créer une croûte imperméable. Pour ces croûtes de battance, il faut un type de sol particulier. On n'a pas chez nous. On a vu dans l'argile, c'est pas du tout les mêmes propriétés que le sable, par exemple. Et en fait, chez nous, cette observation est valable à une échelle locale de la parcelle, mais dès qu'on dézoome et qu'on regarde à l'échelle d'un bassin versant, même un petit bassin versant, on n'a jamais ces phénomènes. En tout cas, on a fait une étude qui est publiée depuis 2 ans sur 98 bassins français méditerranéens. Dans tous les cas, on a une corrélation positive entre le niveau d'humidité dans le sol et le taux d'infiltration. Plus les sols sont secs, plus ils s'infiltrent. Puisque tout simplement, quand on passe de l'échelle de la petite parcelle à celle du bassin, il y a la notion d'hétérogénéité qui commence à apparaître. On a forcément des fissures par notamment les racines des arbres, des plantes, etc. Donc on a plein de ce qu'on appelle écoulement préférentiel dans le sol. Par contre, ce que vous dites est tout à fait vrai. Plus on a des pluies intenses, par exemple, si on dépasse le taux d'infiltration d'un sol, si un sol peut absorber 50 mm d'eau par heure, par exemple, s'il pleut 250 mm, c'est sûr et évident que tout va ruisseler et créer une inondation potentielle.
L'effet de l'Astien en import pour parler des pompages d'eau dans le littoral, notamment dans la région de Montpellier, où on avait des remontées de sel, salinité. Est-ce que ce phénomène se poursuit malgré tous ces dérèglements? Il se poursuit à cause de ces dérèglements, oui. Alors moi je ne suis pas hydrogéologue et je n'ai pas l'habitude de parler de ce que je ne connais pas, mais on observe effectivement dans différentes nappes une salinisation, tout simplement du fait d'un différentiel de pression. Il y a de moins en moins d'eau disponible et donc l'eau de mer quelque part s'infiltre, elle pollue l'eau et du coup ça devient compliqué. Un puits d'eau potable qui devient un puits d'eau saumâtre, c'est pas du tout la même chose en termes de consommation. Et effectivement, c'est un problème très prégnant. Donc chez nous, dans les différentes régions, notamment les de Montpellier, plutôt au nord-est, je crois, il faut que je parle sous contrôle des là. Mais en fait, on a dans de nombreuses régions ces problèmes. Bonsoir. La récupération de l'eau du Rhône pour l'amener dans les PO est-elle une solution intéressante? Ah. Je ne travaille pas chez BRL. Alors, déjà, c'est intéressant, les cartes que j'ai montrées sur les scénarios de sécheresse, on voit que c'est uniforme dans l'espace. C'est pas juste ici qu'on n'a pas d'eau et les voisins auraient plein d'eau. Déjà, première chose. Deuxième chose, l'eau du Rhône n'est pas inépuisable. Même si on en prend un petit pourcentage, on voit que là aussi on a une diminution prévue des étiages, donc des sécheresses. Si on a tous les gens autour qui puissent déjà dedans, voilà, on rajoute encore. Donc voilà. Donc ça, pour moi, ça fait partie un peu des solutions magiques, de dire, voilà, on va puiser l'eau chez le voisin, parce que le voisin, il n'a pas besoin d'eau, il n'a pas de sécheresse, c'est absolument faux. Après, c'est vrai que les chiffres prélevés, j'ai visité récemment l'usine à côté de Montpellier, c'est vrai que les chiffres sont très faibles au niveau des prélèvements, c'est pas des grosses quantités. Après, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est que souvent, et même partout, presque, quand on développe de l'irrigation, etc., on ne va pas vers de la sobriété. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre de ce type de solution. Si ça permet d'éviter des désastres économiques dans certaines régions, tout en favorisant la sobriété de l'eau, etc., c'est peut-être des idées valides. Mais j'ai aussi entendu de la part de personnes, de chez BRL notamment, qui m'expliquaient, par exemple, étendre au niveau des hauts cantons des réseaux d'irrigation, monter dans les vallées pour irriguer, ça arrivait à faire augmenter le prix de l'eau à un prix tel qui ne serait pas de toute façon accepté par les agriculteurs. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. On ne va pas payer l'eau pour irriguer des patates au même prix que l'eau potable. Voilà. Donc ça, voilà, il y a beaucoup d'équations à prendre en considération, mais on va dire le message qu'on donne aux scientifiques, c'est d'essayer d'aller vers la sobriété. Et après, on n'est pas contre, on ne va pas laisser les gens mourir de faim non plus, mais voilà, c'est quand même le message à marteler, c'est qu'il faut aller vers une sobriété de nos usages de l'eau pour s'assurer qu'une ressource soit plus distribuée équitablement. Bonjour. Je voulais parler de la vigne. Il y a le syndicat du cru aujourd'hui ici qui a une approche de faire migrer des vignes d'un niveau près de la mer, pas très élevé, à 500, 600 mètres, 800 mètres. Je voulais savoir si à 20 ans, il y aura vraiment une réelle différence de température qu'on puisse espérer entre un niveau à 100 mètres, 200 mètres ou à 800 mètres dans une région comme la nôtre. Alors oui, on entend beaucoup parler de ces solutions-là, donc au lieu de monter vers le nord, on monte en altitude, on a à peu près les mêmes phénomènes. Mais ici, je n'ai pas la sensation que vous avez des altitudes très élevées. Et vu le scénario de réchauffement qu'on attend, on s'adapte quand même là à une France à 4 plus 4 degrés, voilà, ça me paraît pas très judicieux, en tout cas c'est une question de temps. Si c'est pas maintenant, dans 10 ans, 20 ans, on atteindra aussi dans les zones plus en altitude ces températures qui peuvent entraîner de la sénescence, ou en tout cas beaucoup de problèmes sur les végétaux. Et sinon, moi j'avais une autre question sur l'évapotranspiration. À quelle échelle pertinente pour replanter, végétaliser les sols pour que ça ait un impact sur les précipitations d'eau bleue? J'ai pas compris à quelle échelle, c'est-à-dire à l'échelle d'un bassin versant, en termes de surface, je parle, sur un territoire. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une étude récente qui faisait un scénario drastique sur l'Europe avec un taux de réforestation gigantesque. Alors peut-être mes collègues pourront m'aider là-dessus, mais qui montrait finalement que l'impact en termes, la quantité de surface qu'il faudrait dédier à ça serait vraiment tellement énorme pour le bénéfice escompté. Et je rappelle une chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est pas en plantant des arbres ici qu'il va pleuvoir ici. J'avais eu la question il y a quelques temps, quand il y a eu l'inondation dans le Pas-de-Calais, et quelqu'un dans la salle me disait, mais
l'eau qui s'évapore de chez nous, où est-ce qu'elle va? Alors j'étais bien embêté parce que je demandais à mes collègues météo, et en moyenne, ça va plutôt en Europe centrale, l'eau qui s'évapore de chez nous. Donc c'est pas à côté, hein, ça tombe plutôt dans le Danube du coup. Pas tout, hein, voilà, on voit que c'est des... Merci. Des usines pour dessaler l'eau de mer, d'abord, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça compenserait? Et quelles sont les conséquences écologiques de ce genre de manip? Alors, il y a plusieurs... il y a des pays... Israël fait beaucoup de dessalination, l'Algérie aussi. Alors, il y a deux choses. Il y a le coût énergétique. C'est des processus, pour l'instant, extrêmement énergivores. Si on utilise des centrales à charbon pour dessaler l'eau de mer, on est un peu dans un cercle vicieux, ça ne marche pas trop. Si c'est du solaire, par exemple, pourquoi pas. L'autre aspect, c'est les eaux saumâtres, en fait, puisqu'il y a des rejets énormes de sel, tout simplement. Et là, ça pollue les sols, notamment où, si on remet en mer, c'est un peu un cercle vicieux, on ne va pas remettre du sel, on prélève de l'eau pour dessaler. Enfin, ouais. Et il y a des pays, notamment en Algérie, des gros problèmes là-dessus. Mais, alors ça, voilà, c'est pour poser un cas de conscience, pour l'instant, ce n'est pas des solutions très bien vues. Dans le rapport du GIEC, elles sont présentées, mais pas mises en avant. En ce moment, l'Algérie, Tlemcen, Oran, Annaba, ils ont des coupures d'eau 8 heures par jour. Dans les robinets des villes, hein, c'est pas anecdotique. Donc là, ils sont en train de miser à fond sur la dessalinisation dans le pays, puisqu'ils ne voient pas trop d'autres mesures. Et là, c'est un peu compliqué des fois d'aller leur dire, maintenant, en fait, vous devriez ne pas avoir d'eau. Voilà. Je pense qu'il y a des avancées technologiques qui pourraient être faites pour améliorer les processus, qui soient moins coûteux en énergie et moins polluants. Mais dans certains cas, là, le cas de l'Algérie, par exemple, me paraît très problématique, puisqu'ils sont un peu dos au mur. Et pour l'instant, ils sont obligés de faire de la dessalinisation au pétrole, parce qu'ils ont du pétrole. Donc voilà, on est dans des cercles vicieux, des fois, dans beaucoup de situations. Et l'osmose, est-ce que c'est imaginable? Oui, alors moi, je ne suis pas spécialiste, et j'ai eu une présentation là-dessus il n'y a pas longtemps. Apparemment, il y a différents procédés techniques, et l'osmose en fait partie, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Merci. Comme ça, on va seulement une remarque. Ici, à Banyuls, on a aussi des terrasses avec des rigoles d'allées construites en réseau. Mais ce système des réseaux est là surtout pour évacuer l'eau, mais pas pour retenir. Ils étaient construits d'une autre époque. Quand on avait encore un autre climat, peut-être il faut changer maintenant ce réseau. Je ne sais pas, l'eau coule toujours jusqu'à la mer. Il ne peut pas être retenu par ce réseau, ici à Banyuls. Je ne connais pas le cas particulier ici, à part le Banyuls, c'est autre chose. Mais effectivement, c'est une illustration intéressante de ce que c'est expliqué, c'est qu'il y a besoin profond de remanier beaucoup de nos pratiques à la lumière de ce qu'on peut produire comme résultat sur l'évolution du climat tel qu'on l'observe, et surtout les projections qu'on a. Donc oui, au niveau de beaucoup de pratiques agricoles, gestion de l'eau, ressources en eau, c'est évident qu'il faut bouleverser nos systèmes actuels pour être un peu plus solides face à ce qu'on nous annonce. Portugal, Pour ce cas particulier, on a peut-être un autre élément de réponse. Oui, pour répondre à votre question sur le cru Banyuls, les terrasses ont été installées de façon différente suivant les époques, à partir surtout du XVIIIe siècle. Le système optimisé, le but de ces terrasses et des moyens d'évacuation de l'eau, ça n'est pas de retenir l'eau, c'est d'éviter l'érosion, c'est de retenir le sol. Donc c'est pour ça qu'on optimise la circulation de l'eau pour qu'elle parte le plus vite, en faisant le moins de dégâts, en emportant le moins du peu de sol qui reste, pour que ces montagnes-là soient cultivables. Question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier Yves Tremblay pour son intervention.